Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Poétique et politique, quand les écrivains chiliens façonnent la nation. Pour son édition de l'année 1850, l'annuaire des deux mondes, histoire générale des divers États, a des mots très durs sur les écrivains chiliens. À vrai dire, il y a peu de littérature au Chili. Les journaux ne sont pas rédigés sans talent, malheureusement, l'exagération et la personnalité y débordent. La conclusion est un petit peu plus optimiste. En examinant de près, dans la diversité de ses aspects, l'histoire contemporaine du Chili, il est aisé d'y reconnaître un pays qui ne demande qu'une direction intelligente et sage pour rester au premier rang parmi les États nouveaux de l'Amérique du Sud. Pourtant, ce peuple, Chili des livres, il en écrit aussi. El Pueblo Unido, évidemment, c'est la chanson de Sergio Ortega en 1973 qui est reprise par Francesca Solvilla, un album qui fait écho entièrement au canto général de Pablo Neruda. Bonjour Benoît Santini. Bonjour Xavier Mauduit. À quel moment apparaît la littérature chilienne ? Pour le dire autrement, à quel moment il n'est plus question simplement d'auteurs espagnols qui écrivent éventuellement sur le Chili, mais qu'il y a vraiment une identité chilienne? Oui, vous faites bien de faire cette précision-là, parce qu'effectivement, le premier texte écrit sur le Chili a été écrit par un Espagnol, vous en avez parlé les jours précédents, c'est la Araucana d'Alonso de Ercilla. Je dirais que la littérature chilienne en tant que telle naît au début du 19e siècle, avec une figure notamment, puisque mon domaine c'est la poésie, je vais évoquer un poète qui avait un profil très particulier puisqu'il était aussi prêtre, dramaturge et journaliste. Il s'agit de Camilo Enríquez qui a participé aux guerres d'indépendance et qui a écrit sur les guerres d'indépendance pour inciter les créoles à prendre les armes. On a un poème notamment qui s'intitule Le 18 septembre 1812 où il reprend toute la rhétorique et tout le lexique propre au poème patriotique. Donc je dirais que voilà, au début du 19e siècle, on a vraiment cette naissance, cette émergence d'une littérature proprement chilienne. Et pour parler de la littérature chilienne, Catherine Pellage, bonjour. Bonjour. Bien sûr, il ne peut pas y avoir d'écrivains, d'écrivaines chiliens, chiliennes sans la nation. Enfin, c'est un mouvement qui va de pair avec la construction de l'identité nationale chilienne. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on voit des liens très clairs entre la construction de l'identité nationale chilienne et les productions des écrivains et écrivaines et leur engagement effectivement tout au long du 19e siècle et puis par la suite. Oui, parce qu'il y a vraiment ce distinguo à faire. Ça ne veut pas dire qu'auparavant il n'y avait pas d'écrits qui parlaient du Chili. C'était un autre regard, mais il y a une production déjà qui est conséquente, même de la part de femmes. Oui, tout à fait. Dès le 19e siècle, et il y a une figure. Alors effectivement, moi je travaille surtout sur les écrivaines chiliennes. Et il y a une figure qui est effectivement très importante, qui est celle de Inés Echeverría Bello au 19e siècle, qui d'ailleurs revendique le fait que elle a vécu entre deux siècles. Elle est née au 19e siècle, elle a continué sa production jusqu'en 1949, et effectivement avec toute une production, la participation à des clubs de lecture, des clubs des señoras, etc. Donc avec une volonté de faire évoluer la société chilienne, de permettre un accès à la culture, à l'éducation aux femmes chiliennes. Donc, et cela dès le 19e siècle, dès 1915, etc. Et vous parlez d'éducation. Enfin, 19e siècle et début du 20e siècle. Début du 20e, mais tout ce 19e siècle, cette création d'une identité nationale, ça va de pair aussi avec l'éducation. Parce que parler d'auteur, c'est une chose, faut parler de lecteur aussi. Eh ben oui, l'éducation, c'est important. Et cette élite de la littérature cherche un public. On peut parler déjà d'une littérature populaire chilienne au 19e siècle. Oui. Il y a notamment tout un phénomène autour de la poésie qui s'appelle la lira popular, qui naît aux alentours de 1866 et qui se prolonge jusqu'en 1930. Il s'agissait en fait pour des poètes d'écrire sur des feuillets et de les distribuer sur les marchés et de les apposer également sur les bâtiments publics, de façon justement à permettre à une population très diversifiée, très large, de pouvoir accéder à des textes qui n'étaient pas très
très hermétique, on va dire, mais qui était facile d'accès. Et justement, ça permettait à ces poètes populaires d'évoquer des événements du moment, notamment la guerre du Pacifique entre le Chili et la Confédération péruvienne-bolivienne, qui s'est déroulée entre 1879 et 1883. Donc, c'était le moyen vraiment de diffuser, comme le fait la presse, des événements de façon instantanée, en fait. Et en faisant cela, on renforce l'identité nationale. Absolument. Alors la guerre, c'est toujours un moment très particulier. Qu'est-ce qui transparaît dans cette littérature-là spécifique ? Je parle de celle en temps de guerre qui pourrait nous faire comprendre cette identité chilienne. Moi, dans mes travaux, j'ai pu constater qu'il y a toujours un fort manichéisme avec une opposition très forte entre, évidemment, l'exaltation de la bravoure des Chiliens et le fait de vouloir dénigrer les adversaires. Donc, dans le cas notamment de la Confédération péruvienne-bolivienne, on l'a dans un recueil de Juan Rafael Allende, Poesías Popular del Pequén, qui traite justement de cet événement important, puisque c'était un événement lié à des conflits de frontières. Et on a vraiment cette opposition forte entre des adversaires qui sont dénigrés, voire insultés. On a un langage parfois très grossier même. Et puis l'exaltation des prouesses chiliennes. Donc voilà, c'est ce manichéisme en fait. Juan Rafael Allende, donc c'est la fin du 19e siècle, le tout début du 20e siècle, oui. C'est de la famille Alors écoutez, ça je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression. Non, en tout cas, c'est beaucoup d'humour. Ah oui, il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie, effectivement, dans ces vers-là. C'est ce qui transparaît, absolument. Comme dans tous les pays, il n'est pas possible de saisir la littérature comme un tout. Toutes les voies sont possibles et les écrivains, les écrivaines cherchent à se distinguer, cherchent des chemins, avec, on vient de le dire, pour ce Juan Rafael Allende, le choix de l'humour. Et puis après, il y a des choix qui sont beaucoup plus poussés. Mais cette élite qui écrit a été formée au Chili ou a été formée en Espagne? C'est toujours ce lien qui peut permettre de comprendre comment on se distingue de l'autre. Oui, alors dans le cas des femmes dont on entend les voix au XIXe siècle, début du XXe siècle, elles ont très souvent un lien très fort avec la France. Ce sont des femmes de l'aristocratie chilienne qui sont parties en France, et je reviens à Inés Echeverría, qui a écrit d'ailleurs l'un de ses premiers textes en français, et on le retrouve par la suite aussi chez d'autres écrivaines, donc avec vraiment un intérêt particulier pour l'Europe, pour la France, et qui est lié aussi à la classe aristocratique à laquelle elles appartiennent. On retrouve ça sur l'ensemble des auteurs, mais il y a quelque chose d'international dans la République des lettres. De toute façon, on s'inspire des grands auteurs où qu'ils soient, et la France demeure au XIXe siècle un modèle pour la littérature. Donc on retrouve cette inspiration-là, modèle pour la politique aussi souvent. Oui, je reviens aussi à Camilo Henríquez au début du XIXe siècle, qui, comme les créoles de l'époque d'ailleurs, a été fortement influencé par les Lumières, donc de façon plus générale l'Europe, mais évidemment la France. Donc on retrouve ça effectivement au début du XIXe siècle dans les mouvements d'émancipation, avec cette inspiration de la philosophie des Lumières, de la Révolution française, et également de la guerre des États-Unis à la fin du XVIIIe. Voilà. Oui, parce que ici nous avons un groupe qui se crée, l'identité se construit peu à peu au moment où se met en place une identité nationale. Est-ce qu'il y a un écho hors du Chili ? Est-ce qu'ils sont lus hors du Chili ? Est-ce qu'il y a une diffusion de leurs écrits ? Ça, c'est une bonne question. Au XIXe siècle, je pense que le rayonnement international était peut-être plus complexe. Ça s'est peut-être beaucoup développé au XXe siècle, notamment avec des grandes figures dont on aura l'occasion de parler, comme Gabriela Mistral, qui a quand même reçu le prix Nobel de littérature en 1945, et Pablo Neruda, évidemment, qui a fait beaucoup d'ombre à d'autres poètes et d'autres auteurs. Mais je pense que c'est plutôt un phénomène qui s'est accentué au XXe siècle. Je ne sais pas, Catherine. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est ça. C'est vraiment un phénomène du XXe siècle où le Chili devient une référence. En poésie, on vient de citer Pablo Neruda, on pourrait citer Gabriela Mistral. Cette littérature chilienne qui se construit peu à peu, vous l'avez étudiée l'un et l'autre. Vous avez ici des regards différents à porter sur la littérature, mais qui forment un tout. Est-ce qu'on voit une évolution particulière au Chili ? Est-ce qu'il y a une spécificité de la littérature chilienne à l'intérieur de cette littérature de l'Amérique latine ? Oui, absolument. On parlait tout à l'heure des
de la poésie qui naît finalement dans un moment historique particulier, donc la guerre du Pacifique, qui est un événement qui concerne le Chili en premier lieu. Et je crois que en tous les cas, la production littéraire chilienne, et c'est sous cet angle-là que je l'ai beaucoup étudié, la poésie, est fortement marquée par un contexte historique qui concerne essentiellement le Chili, mais ça ne veut pas dire que les poètes n'ouvrent pas évidemment les perspectives, n'élargissent pas les perspectives à l'international. Mais je crois qu'ils sont fortement marqués, ces poètes chiliens, par un contexte qui les concerne au premier chef, en fait. Oui, c'est ça, c'est leur pays, Catherine Pellage. Oui, tout à fait. Oui, un lien direct avec l'histoire du Chili. Et puis, dans le cas des femmes aussi, une écriture qui se développe en fonction qui se développe aussi en fonction des revendications qui voient le jour au fur et à mesure. Avec un lien au pays, ça c'est une chose, mais est-ce que dans les trajectoires individuelles de ces auteurs, de ces autrices, on va retrouver ça? Peut-être pas tant le lien au pays que le lien à leur origine, leur village, leur région natale. Oui, je pense que ce qui est très frappant chez beaucoup d'écrivaines chiliennes, c'est ce lien à la fois avec le Chili et la dimension internationale. Et je pense, on parlait tout à l'heure de Gabriela Mistral, qui est un exemple emblématique, qui se revendique comme India Basca, avec vraiment cet ancrage chilien, etc., plus ses origines espagnoles et une dimension internationale. Et je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'écrivaines chiliennes. Oui, Gabriela Mistral, qui voyage et qui se trouve en 1945 à Paris. Mes amis, rentré en France après 8 ans. Pour une femme qui a demeuré ici pendant 11 ans, c'est comme rentrer simplement à sa maison. Pendant ces années, ils sont passés plusieurs choses douloureuses. J'ai gardé toujours mon espoir pour la France. Vous l'avez gardé aussi. Je suis content de que la tempête est passée et que les jardins, on les voit maintenant qui poussent de nouveau. La tempête, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale. Nous étions en 1945 quand Gabriela Mistral, la poétesse chilienne, se trouvait en France. Et c'est l'année où elle reçoit le prix Nobel de littérature. Quel est son parcours? D'où vient-elle? Alors, Gabriela Mistral, elle est née dans le petit nord chilien, du côté de Vicuña, et c'est une région rurale, vraiment c'est la campagne, et comme le disait Catherine tout à l'heure, on a vraiment cet ancrage fort dans son territoire, dans son petit nord, qu'elle chante dans ses poèmes d'ailleurs. Il y a toujours cette nostalgie de la terre d'origine, parce que Gabriela Mistral a été appelée aussi la Trotamundos, donc la globe trotteuse. Elle a parcouru le monde, et elle est très peu rentrée au Chili à partir du moment où elle l'a quitté. Pour des raisons d'ailleurs un peu politiques aussi, puisqu'elle était un peu indésirable étant donné son engagement fort envers les femmes et envers l'éducation des femmes et la condition féminine. Donc il y a, comme le disait Catherine encore une fois, vraiment cet ancrage territorial très fort dans sa petite région du Nord et cette ouverture à l'international, cet amour pour la France aussi. Elle parle de la France dans ses archives très émouvantes d'ailleurs, et elle a un lien très particulier avec la France puisqu'elle a vécu longtemps dans le sud de la France, du côté d'Avignon, dans un petit village bédaride, et donc elle a un amour particulier pour la France qu'elle a évoqué aussi dans ses poèmes. Avec un personnage qui reçoit le prix Nobel. Alors c'est très fort ça pour le Chili déjà, mais pour la fierté, on peut le dire, chilienne. Une femme qui reçoit un prix Nobel, ce n'est pas rien. Une femme chilienne, et même, on va le dire, sud-américaine qui reçoit le prix Nobel, c'est pas rien. C'est un moment marquant ça dans l'histoire de la littérature chilienne. Tout à fait, c'est un moment marquant, d'autant que Gabriela Mistral a été le premier écrivain latino-américain à recevoir un prix Nobel. Donc effectivement, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien non plus que ce soit une femme qui reçoive le prix Nobel. Et puis aussi, de façon très paradoxale, quand Gabriela Mistral a reçu le prix Nobel, elle n'avait pas le droit de vote au Chili, par contre. Donc c'est tous les paradoxes aussi de l'époque. Puisque le droit de vote au Chili, c'était en 1949. À peu de choses près. Non mais ici, nous avons une autrice, une poétesse qui, évidemment,
est à l'écoute de ce qui se passe, de les mouvements de son temps. Donc ce début XXe siècle qui nous conduit sur des moments de changement. Le droit de vote pour les femmes, c'est aussi après la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que c'est ici une autrice féministe ? Alors c'est une question qui est très intéressante parce que Gabriela Mistral considérait qu'elle n'était pas féministe. Après, c'est très compliqué cette question du féminisme parce qu'il y a la façon dont les autrices se positionnent par rapport au féminisme et ce que disent leurs textes. Donc Gabriela Mistral ne se revendiquait pas comme féministe. En même temps, quand on lit un certain nombre de ses textes, si on considère qu'un texte est féministe quand il prône une amélioration de la condition de vie des femmes, etc. À ce moment-là, les textes de Gabriela Mistral ont une portée féministe indéniable. Et puis il faut replacer ces textes dans leur contexte. Nous sommes au début du XXe siècle, ou en tout cas dans la première moitié du XXe siècle. C'est quoi le Chili à ce moment-là ? C'est une république déjà très libérale ou plutôt autoritaire ? Alors ça dépend parce qu'il y a eu notamment un régime politique qui a fait beaucoup de mal à Pablo Neruda puisqu'il a dû quitter le Chili à ce moment-là. C'est le régime de González Videla qui a été élu démocratiquement, qui était communiste et qui ensuite a banni le communisme du Chili, ce qui a amené Neruda à quitter le pays. Donc voilà, il y a parfois certains régimes effectivement qui font leur apparition et qui laissent un souvenir amer, hein, comme dans le cas de González Videla. Et puis il y a la conscience politique, la lutte politique, mais autre lutte possible, le féminisme, enfin pour les droits des femmes, et tout simplement la question sociale. On va retrouver ça aussi dans la littérature du Chili, j'imagine, la question sociale, je sais pas, les plus modestes, les ouvriers. Oui, tout à fait. Je pense, par exemple, à la littérature criollista, donc la littérature vraiment qui était qui avait une dimension très très régionale, centrée aussi sur les mondes ruraux, etc. Et je pense en particulier à une écrivaine, Marta Brunet, qui a eu une très longue carrière littéraire, donc avec beaucoup d'évolution, mais qui, dans les années 20, en 1923 en particulier, écrit une nouvelle qui s'appelle Montaña Adentro et qui est véritablement une dénonciation de l'exploitation des ouvriers agricoles, de la fatalité dans laquelle sont enfermés ces personnages. Donc oui, il y a une véritable thématique aussi sociale dans certaines œuvres de littérature chilienne, effectivement, dans les années 1920, etc. On le retrouve aussi en poésie, avec notamment un poète anarchiste qui vraiment va défendre la condition ouvrière, va dénoncer l'exploitation des patrons, toujours dans cette forme de manichéisme d'ailleurs. Il s'appelle José Domingo Gómez Rojas. J'avais noté quelques vers qui me semblaient intéressants de son recueil Rebeldias Líricas, Rébellion lyrique de 1913. Je renie mon siècle et me lance dans la bataille avec des cris de menace et des ah de rébellion, et mes chants rouges sont comme la dynamite. Donc ça vous montre la force quand même de ce discours poétique qui se met au service de la condition des ouvriers, en fait, qui vraiment prône en tous les cas la poésie comme arme finalement. C'est un petit peu comme ça que je la verrai. Ce qui s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large, la poésie comme arme. Il y a une spécificité d'ailleurs, alors peut-être pas chilienne, peut-être pas latino-américaine, peut-être dans le monde de la littérature espagnole où la poésie est mise à l'honneur, et on voit bien dans ce début du XXe siècle ce qui se passe au même moment en Espagne avec des poètes comme Federico García Lorca, qui aussi porte une grande attention aux plus modestes et aussi à une lecture du passé. C'est très intéressant de voir dans cette Andalousie comment on revisite le passé à la recherche des origines lointaines. On va retrouver ces mêmes phénomènes au Chili. Oui, en partie. En tous les cas, ce qui me semble intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a de toute façon des liens entre des poètes espagnols et Pablo Neruda, par exemple, qui a été ami de Federico García Lorca. Donc on a des ponts et des liens qui se tissent finalement entre la péninsule et le Chili. Neruda qui sera d'ailleurs traumatisé par l'assassinat de Federico García Lorca. Donc des liens sont à faire effectivement entre les situations.
Oui, Lorca assassiné en 1936 au moment de la guerre civile. Oui. Ici, nous avons un panorama qui s'offre à nous, c'est celui de la littérature chilienne, avec de la prose, bien sûr, de la poésie, des noms. Il n'y a pas seulement Pablo Neruda, on en a cité un plusieurs fois, c'est Gabriela Mistral. Comment sera-t-il ? J'ai regardé longuement les pétales d'une rose. Je les ai palpés avec délectation. Je voudrais cette douceur pour ses joues. Et j'ai joué dans un buisson de mûres, car c'est ainsi que j'aimerais ses cheveux, sombres et crêpelés. Mais peu importe s'il est brûlé, avec cette riche couleur de l'argile rouge, chère au potier, et si ses cheveux lisses sont la simplicité de toute ma vie. Je regarde les creux des montagnes quand ils vont s'emplissant de neige, et je fais avec le brouillard une silhouette de petite fille, de très douce petite fille, car ce pourrait être cela aussi. Mais surtout, je veux qu'il me regarde avec la douceur qu'il a, lui, dans le regard, et qu'il ait le tremblement léger de sa voix quand il me parle. Car dans celui qui vient, je veux aimer celui qui m'a embrassé. Le poème « Comment sera-t-il » de Gabriela Mistral, dont la traduction est lue sur France Culture en 1968 dans l'émission Prélude pour la nuit. Dites-nous, Catherine Pellage, quand Gabriela Mistral reçoit un prix Nobel en 1945 de littérature, il y a une vision universelle ici, c'est-à-dire que nous parlons de littérature chilienne, mais à l'intérieur même de l'œuvre de tous ces auteurs, de toutes ces autrices, tout n'est pas chilien. C'est une visée universelle aussi. Il ne faudrait pas réduire la littérature chilienne uniquement à des gens qui parlent du Chili. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, l'extrait que vous venez de nous faire écouter est très révélateur. On a effectivement donc une poésie dans le cas de Gabriela Mistral, ou des écrits aussi dans le cas d'autres écrivaines qui parlent du Chili, mais pas seulement, et qui abordent effectivement des thématiques universelles. Et je pense par exemple à Gabriela Mistral. Je repensais avec dans l'extrait que vous avez montré avec la référence à de très douces petites filles, etc. Gabriela Mistral a un très beau poème qui s'appelle Todas íbamos a ser reinas, nous allions toutes être des reines, et où elle évoque aussi la trajectoire de 4 petites filles qui deviennent adultes et leur trajectoire de femmes, ce qu'elles deviennent. Et c'est toute une très belle réflexion mise en mots de rêves de petites filles, de réalités de femmes, et un bel hommage aussi à la création poétique, puisque celle qui réussit finalement à s'affranchir de toutes les aliénations, c'est Lucila, qui est donc le nom de Gabriela Mistral, qui dans la poésie finalement dépasse les aléas de la vie et des conditions féminines. Donc effectivement des sujets à la fois locaux, régionaux, et puis qui ont une portée universelle. Mais c'est vrai que, si je peux me permettre, elle part toujours du local, mais elle s'ouvre toujours à l'universel, et c'est ce qui fait la force aussi de son discours poétique, qui ne se réduit pas évidemment au Chili, mais qui a une portée beaucoup plus large, en effet. Oui, tout à fait. Tu parlais tout à l'heure donc du lieu de naissance de Gabriela Mistral dans le nord du Chili. Et effectivement, elle fait très fréquemment des références au nord du Chili, al Valle del Elqui, etc. Et donc on a des références très locales et puis une portée qui devient beaucoup plus large et universelle. Donc c'est très beau aussi dans sa poésie. Et parfois même une comparaison entre sa terre d'origine et le sud de la France notamment. Ce qui permet aussi de montrer que elle est partie d'un endroit précis pour aller s'installer dans le sud de la France, et ça lui remémore un petit peu aussi son enfance. Donc finalement tout est lié, et le local devient international finalement. Oui, tout à fait. L'histoire culturelle, c'est aussi de l'histoire sociale. Quand on est écrivain, faut vivre, faut manger. Ils font quoi comme métier? Parce que on ne gagne pas toujours de l'argent par les livres. Alors certains, oui, quand ils sont très connus, c'est très bien. Est-ce qu'on a au Chili des structures, des institutions qui peuvent permettre à tous ces auteurs, ces autrices de vivre, de travailler? Je pense aux universités, aux écoles. On va les retrouver où?
Alors pour continuer à parler peut-être de Gabriela Mistral, sans vouloir faire de monothématique sur Gabriela, mais Gabriela Mistral a d'abord enseigné au Chili, elle a ensuite été directrice d'école. C'est d'ailleurs dans un lycée de Temuco, dans le sud du Chili, qu'elle a rencontré Pablo Neruda, qui était plus jeune qu'elle, et c'est un petit peu elle qui lui a mis le pied à l'étrier, qui l'a incité à lire les auteurs russes et à produire de la poésie, puisqu'il lui avait montré quelques vers et elle l'avait encouragé. Donc elle a commencé à travailler dans le monde éducatif et ensuite elle a eu toute une carrière importante de diplomate. Elle a été consul à Nice notamment, en Italie. Elle a beaucoup voyagé et donc elle a eu vraiment une carrière de diplomate sur le long terme. En ce qui concerne Gabriela, et puis pour Pablo Neruda, ça a été la même chose puisqu'il a aussi eu une carrière diplomatique importante. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver ce lien entre ces deux grands poètes en tous les cas. Avec, dans le cas de Gabriela Mistral, une particularité, c'est qu'elle est femme dans un monde où, et ce n'est pas seulement le cas au Chili, il est plus difficile de faire carrière quand on est femme. Donc les autrices que vous avez étudiées, Catherine Pellage, là j'imagine que les situations sont diverses. C'est quoi le profil, s'il y avait une tendance générale à relever? Est-ce que nous avons ici des femmes issues de l'aristocratie qui peuvent se permettre d'écrire, ou est-ce qu'on va retrouver une littérature un peu plus militante? Alors au début du XXe siècle, jusqu'à la moitié du XXe siècle, on a principalement dans les écrivaines qui sont connues des écrivaines qui sont issues de classes élevées de la société chilienne. On a par exemple, mais qui travaillent aussi parallèlement. On a par exemple Marta Brunet qui aura aussi des charges diplomatiques. On aura par la suite Mercedes Valdivieso qui enseignera, beaucoup aussi d'écrivaines qui sont journalistes, qui écrivent dans des revues, etc. Donc on a ce profil de femmes qui sont socialement très souvent bien insérées dans la société, qui en même temps sont victimes aussi de critiques du fait des positionnements qu'elles prennent dans leurs écrits. Donc elles sont à la fois bien intégrées dans la société et puis objet de toutes sortes de critiques pour leur prise de position ou leurs écrits. On va trouver des auteurs qui posent vraiment problème au pouvoir. Alors, le cas très particulier, du pouvoir très fort qui se met en place et qui oblige Neruda à partir en exil. C'est vrai que ici, il est bien connu. Globalement, c'est un pouvoir qui se méfie des auteurs au Chili. Ça, vous allez me dire, ça va dépendre en fait, parce que cette histoire du Chili, c'est une histoire politique avec des changements assez nets. Ça, on le retrouvera peut-être plus. Alors, on va avancer dans le temps, sous la dictature de Pinochet à partir de 1973, où nombre d'auteurs chiliens vont s'exiler pour leurs idéaux de gauche, en fait, en raison de leurs idéaux de gauche. Donc, on pourra peut-être évoquer quelques figures, mais effectivement, je pense que c'est sous la dictature de Pinochet qu'on a ce phénomène vraiment des poètes extrêmement engagés, obligés de s'exiler pour sauver leur peau, tout simplement. Et puis des poètes qui prennent part au combat en portant leur poésie, tout simplement. Rara dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boek. Aujourd'hui, la technique Grégory Wallon. Il était important d'écouter Victor Jara aujourd'hui, au moment où nous parlons de poésie, dans un contexte de coup d'État, celui de Pinochet. Oui, absolument. C'est toujours très émouvant de l'entendre chanter. Oui, Victor Jara qui meurt assassiné par les militaires de la junte quelques jours après le coup d'État, après avoir été torturé atrocement. Et il a laissé d'ailleurs un dernier texte qu'il n'a pas eu le temps malheureusement de mettre en musique et qui s'intitule Estadio Chile, puisqu'il a été incarcéré au stade Chili. Et on a quelques vers très très forts. Nous sommes 5000 ici dans cette petite partie de la ville. Nous sommes 5000. Combien pouvons-nous être au total dans la ville et dans tout le pays? Donc c'est son dernier texte, un texte presque un testament finalement au moment où il va être assassiné dans le stade Chili. Avec vraiment cette période des années 1970 où la littérature chilienne est associée à la contestation, mais de manière logique, parce que le monde entier est troublé par ce qui se passe au Chili, le coup d'État de Pinochet, et un poète, un chanteur comme Victor Jara, tué, massacré, les doigts écrasés pour un guitariste, ce qui est monstrueux dans la torture et la volonté de détruire la création. C'est cette littérature-là aussi qui interpelle. Vraiment,
on sent qu'il y a une lecture qui est faite de la littérature chilienne à partir du coup d'État comme une littérature qui doit être militante. Mais c'est pas le cas. En fait, c'est la prolongation d'un long mouvement qu'on a auparavant avec Neruda, qui lui-même est en exil, et on va retrouver encore des grandes figures avec des succès considérables. Isabel Allende, au tout début des années 80, remporte un succès mondial avec la Maison des Esprits. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu, après le coup d'État et les horreurs que vous venez d'évoquer, il y a eu ce qu'on a appelé au Chili un apagón cultural, une panne d'électricité culturelle, c'est-à-dire vraiment, la répression était tellement forte que les écrivains qui étaient restés sur place ne pouvaient pas s'exprimer, ne pouvaient pas écrire librement. Et il y a eu aussi tout ce phénomène qu'on connaît aussi sous le nom dell'incilio, c'est-à-dire l'exil intérieur des personnes qui sont restées au Chili et qui ne reconnaissaient pas le pays finalement dans lequel ils étaient exilés finalement à l'intérieur de leur propre pays. Mais effectivement, il y a eu un exil aussi massif de Chiliens vers l'extérieur, enfin vers différentes destinations. Et Isabel Allende est une figure emblématique de cet exil, puisqu'elle est partie donc en 1975, elle est partie au Venezuela, et c'est depuis le Venezuela qu'elle a pu écrire La Maison aux Esprits, dans lequel elle dénonce effectivement elle retrace l'histoire du Chili pour arriver au coup d'État, dénoncer le coup d'État, mais effectivement elle a pu écrire cette œuvre parce qu'elle était à l'extérieur du Chili. Isabel Allende, qui est de la famille du président Allende. Oui, c'est la nièce du président Salvador Allende. Il faut toujours placer les objets d'étude dans un contexte plus vaste, parce que regarder la littérature du Chili uniquement au Chili ne permet pas de comprendre. Il faut rappeler quand même que cette période est une période de succès pour la littérature latino-américaine. On a vraiment des grands noms, Gabriel Garcia Marquez qui remporte lui aussi des succès énormes. Le prix Nobel de Marquez, c'est en 1982, quelque chose. 1982. Voilà. Et La Maison aux Esprits d'Isabel Allende, on est dans ces mêmes périodes où. Oui, La Maison aux Esprits, 1982 aussi. Voilà, c'est le même moment. Non, mais voilà, il y a aussi un goût international qui fait que ces gens-là s'inscrivent dans ce qui fonctionne, ce qui plaît. C'est absolument magique. Et j'utilise pas le mot magique par hasard. Oui, et depuis les années 60 d'ailleurs, avec le boom latino-américain, qui est cette espèce d'explosion et de rayonnement international en raison notamment des traductions qui sont faites des œuvres de grands auteurs latino-américains. On a Borges, on a Garcia Marquez que vous évoquiez, Julio Cortázar pour l'Argentine. Donc effectivement, on est dans un prolongement là d'un phénomène qui a commencé dans les années 60. Et qui donne envie d'aller à la rencontre de certains esprits. La niche était un cachot exigu, hermétiquement clos, comme un caveau sans air, obscur et glacé. On en comptait 6 au total, aménagés comme cachot dans une citerne à sec. On y séjournait pour des périodes plus ou moins brèves, car nul n'y résistait longtemps, quelques jours au plus, sans se mettre bientôt à délirer, à perdre toute notion des choses, le sens des mots, l'angoisse du temps qui passe, et sans y rendre l'âme à petit feu. Au début, recroquevillé dans sa sépulture, dans l'impossibilité de s'asseoir ou de s'allonger malgré sa taille fluette, Alba se débattit contre la folie. Elle essaya de ne plus respirer, de ne plus bouger, et se mit à attendre impatiemment la mort. Elle demeura ainsi longtemps. Elle avait presque atteint son but quand lui apparut sa grand-mère Clara, qu'elle avait tant de fois invoquée pour l'aider à mourir, tout en se disant que l'extraordinaire n'était pas précisément de mourir, puisque c'est ce qui devait de toute façon arriver, mais d'être encore en vie qui tenait du miracle. Elle la vit toute pareille à l'image qu'elle en avait eue au long de son enfance, dans sa tunique de lin blanc, en gants d'hiver, avec son si doux sourire édenté et l'éclat espiègle de ses yeux noisettes. Clara lui délivra l'idée salvatrice d'écrire mentalement, sans crayon ni papier, afin de s'occuper l'esprit, de s'évader de la niche, de vivre. Elle lui suggéra en outre de composer ainsi un témoignage qui pourrait, le moment venu, contribuer à la révélation du terrible secret qu'elle était en train de connaître, afin que le monde fût informé de l'horreur qui avait cours, parallèlement à l'existence paisible et rangée de ceux qui ne voulaient rien savoir.
Écrire pour vivre. Mayoua Nguizio qui lisait un extrait de La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. Catherine Pellage, ici on a un bel exemple de la littérature comme arme. Il y a plein de moyens de dénoncer une dictature. Les journalistes le font, il y a les témoignages. Et puis, une écrivaine aussi peut le faire en racontant quelque chose et en touchant à l'émotion. Mais ce qui rend encore plus fort peut-être ce qui est porté. Oui, tout à fait. Moi, je pense que la force de ce roman d'Isabel Allende, c'est effectivement toute la réflexion qu'elle développe sur la société chilienne, l'évolution du Chili tout au long du XXe siècle, l'évolution des femmes, parce qu'on a 4 générations de femmes qui se succèdent et qui développent de nouveaux moyens d'expression jusqu'à arriver à Alba, qui va être l'autrice fictive finalement de La Maison aux Esprits, qui est victime de la répression, qui est torturée à la fin du roman, et puis qui, quand elle sort, décide de ne pas se laisser aller au désespoir et d'écrire pour témoigner. Donc c'est vraiment très fort, mais effectivement la force du roman d'Isabel Allende naît de la sympathie qu'elle fait naître pour les personnages. Et donc l'histoire d'Alba qu'elle raconte prend une force particulière parce que le lecteur s'est attaché au personnage d'Alba, a suivi sa trajectoire jusqu'au moment où elle se retrouve dans ce cachot torturé par le fils illégitime de son grand-père. Donc il y avait aussi toute une réflexion sur les enchaînements d'idées, le patriarcat, etc. Et puis ce qui est très intéressant aussi dans La Maison aux Esprits, c'est comment, de façon très très subtile aussi, elle rend hommage à un certain nombre de figures. Il y a un personnage qui s'appelle le poète, qui est Pablo Neruda. On a le président qui n'est pas nommé comme Salvador Allende, mais dont la trajectoire correspond à celle de Salvador Allende. Donc vraiment dans son univers littéraire, elle recrée finalement l'histoire du Chili, puis l'histoire du coup d'État et la répression qui s'en est suivie. Benoît Santini, dans cette longue histoire de la littérature chilienne, on l'entend avec, au début des années 1980, ce roman La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende, combien nous sommes loin de ce que nous avons évoqué en début d'émission, c'est-à-dire une littérature ou une poésie qui construit peu à peu une identité nationale. J'ai presque envie de dire que ça y est, maintenant, elle est là, et l'auteur, l'autrice regarde en arrière et regarde le chemin parcouru, l'histoire qui a été écrite, qui s'est racontée, et quel récit nous sommes, ou en tout cas les Chiliens, les Chiliennes sont les héritiers. Oui, et puis ce qui est, on peut établir aussi des liens entre la prose et la poésie, parce que ce qu'évoquait Catherine à l'instant, on le retrouve aussi dans la poésie, avec notamment des poètes emprisonnés, comme Floridor Pérez ou Aristóteles España, qui sont emprisonnés dans les centres de détention, les camps de concentration en fait, de la dictature, et qui écrivent, et ça c'est très intéressant, qui écrivent depuis la prison, par des subterfuges, ils arrivent à se procurer du papier. J'avais eu la chance d'être en contact avec Floridor Pérez qui m'avait expliqué comment, de façon très discrète, il arrivait à se procurer du papier. Et donc, on a une écriture vraiment depuis le lieu de détention, ce qui effectivement est un témoignage poétique, certes, mais un témoignage très fort de personnes qui ont vécu cette douleur, ce traumatisme et cet emprisonnement. Avec vraiment des cas très divers. Et peut-être que la ligne de différenciation possible, c'est l'auteur qui est en prison et l'auteur qui est exilé. On va voir ces deux littératures qui se construisent peu à peu, qui sont la même, mais il y a deux situations vraiment très différentes. Oui, alors l'auteur qui est en prison, l'auteur qui est exilé, et puis les auteurs qui sont exilés au sein de leur pays, en fait, avec cette situation d'Incilio, et qui se retrouvent dans une situation très, très particulière, d'être en désaccord total avec le régime, de vouloir continuer à écrire avec une censure féroce. Et je pense par exemple à une romancière nouvelliste, Pia Barros, que j'avais rencontrée au Chili, qui a développé pendant la dictature l'écriture de microcuentos, donc des nouvelles extrêmement brèves, et parce que elle me racontait qu'elle participait pendant la dictature à des réunions clandestines, et elle me disait avec beaucoup d'humour, bien sûr, j'allais pas me mettre à lire un roman pendant ces réunions clandestines, il fallait aller vite, écrire des textes vraiment, elle parle de cuentos relámpagos, non, des textes éclairs, et donc elle faisait passer en très peu de mots des messages subversifs contre la dictature. Oui, parce qu'il y a
Et c'est l'histoire de la littérature chilienne. Et dans le cours de l'histoire, si nous avons intitulé cette semaine l'histoire de révolte, c'est une histoire de révolte, le Chili. Il y a une tradition de la révolte par le Chili avec la grande figure de Pablo Neruda. On peut pas passer à côté. Pablo Neruda, c'est la figure de l'auteur, le poète qui écrit en exil. Oui, c'est l'auteur surtout qui va prendre conscience de la nécessité d'un engagement poétique à partir de la guerre civile espagnole, avec España en el corazón, et puis ensuite sa gigantesque fresque latino-américaine, de l'histoire latino-américaine dans le champ général. Donc Neruda constitue, même encore aujourd'hui, parmi les jeunes générations de poètes, un modèle. Parfois, ils veulent s'en écarter aussi, parce que le poids de Neruda est lourd, mais il y a toujours quand même une tendresse et une admiration envers Neruda. Et si vous me permettez, j'aimerais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Catherine Pellage par rapport à l'écriture de la brièveté, qui est effectivement, je reviendrai sur le terme d'arme, c'est effectivement une arme, et en poésie c'est évidemment très flagrant, puisque les poèmes sont des textes brefs qui sont écrits dans l'instant, et on ne peut pas ne pas évoquer Raúl Zurita, qui produit sous la dictature, qui est lui-même emprisonné plusieurs semaines au début de la dictature, et qui va utiliser, j'avais eu l'occasion de travailler cet aspect dans ma thèse, le silence, l'implicite, le non-dit, pour dénoncer, en restant dans le pays, les actes de la junte militaire. Et oui, et en rebondissant aussi sur ce que vient de dire Benoît Santini, Raúl Zurita était le mari de Diamela El Cid, qui est vraiment une des grandes figures intellectuelles et littéraires du Chili. Et Diamela El Cid était au Chili aussi pendant la dictature et réussissait à publier des romans qui passaient par les circuits officiels malgré la censure, parce qu'elle a développé toute une écriture de l'opacité. Et donc là aussi, je l'avais rencontrée au Chili, elle me racontait que elle écrivait des romans qui passaient entre les mains des censeurs qui ne comprenaient absolument rien et qui disaient finalement c'est des romans qui ne sont absolument pas dangereux puisque de toute façon personne n'y comprend rien. Et elle faisait passer aussi des contenus extrêmement subversifs par le biais de langage codé, pathologique, etc., mais qui étaient des critiques très nettes contre le régime. Il en va de même avec la poésie, puisque les censeurs ne comprenaient rien au langage parfois très hermétique et au travail formel, stylistique accompli par les auteurs. Donc voilà, on retrouve ça aussi en poésie, bien sûr. Oui, on le retrouve en poésie. Comment il s'appelle, Raúl Zurita. Il est là. Ah. Pastoral. Chile entero es un desierto. Sus llanuras se han mudado y sus ríos están más secos que las piedras. No hay un alma que camine por sus calles, y solo los malos parecieran estar en todas partes. Así tan solo tú me tendieras tus brazos, las rocas se derretirían al verte. Le Chili tout entier est un désert, ses plaines ont bougé, ses fleuves sont plus secs que les pierres, pas une âme parcourt les rues, seulement des démons semblent être partout. Ah, si seulement tu me tendais les bras, les rochers pourraient fondre entre eux voyants. Benoît Santini, c'est une traduction de moi. Elle est bien. Pas mal. Bon, oui, merci beaucoup, c'est gentil. Félicitations. Non mais Raúl Zurita, qui est toujours vivant, oui, voilà, qui nous écoute sans doute. On le salue. Oui, c'est toujours émouvant de retracer des parcours. Et là, nous parlons d'auteurs, d'autrices qui sont à un moment particulier, celui de leur succès. On parle du prix Nobel pour Gabriela Mistral, on parle de succès pour Isabel Allende avec La Maison aux Esprits. Mais ils sont tous héritiers d'une longue histoire. Leur vécu, la dictature, la prison, et puis l'histoire du Chili. Elle est toujours présente dans leurs écrits. Oui. Alors chez Zurita, il faut bien distinguer le fait qu'il soit évidemment poète extrêmement engagé politiquement et engagé esthétiquement, parce qu'il y a aussi tout un renouvellement de la poésie. Je sais qu'il aime bien aussi qu'on insiste sur le fait que c'est un auteur qui renouvelle la pratique poétique et pas simplement un auteur qui a une mission politique. Voilà. Mais effectivement, l'aspect politique est prépondérant. Zurita, y compris après la dictature, continue à porter un regard rétrospectif sur les événements. Donc là, il y a tout un travail de mémoire qui est accompli, notamment dans son volume gigantesque qui s'intitule Zurita,
poète qui a une forte composante autobiographique, où il se souvient justement du 11 septembre 1973. Donc, il écrit sous la dictature en évoquant les événements de façon sous-jacente, et après la dictature, le langage se libère et il évoque les choses de façon peut-être beaucoup plus crue et directe en tous les cas, sans les artifices qu'il a dû adopter sous la dictature. Benoît Santini, vous êtes professeur des universités en littérature et civilisation latino-américaine. C'est à l'université littorale Côte d'Opale qui nous conduit vers Dunkerque, Boulogne. Vous êtes l'auteur de Jeunes poètes chiliens du XXIe siècle, l'émergence de nouveaux discours lyriques, avec dans cette vivacité de création du Chili, on peut le dire, et on le ressent dans tout ce qu'on évoque, la conscience aujourd'hui de ces jeunes poètes chiliens d'être les héritiers, mais c'est dur, on n'arrête pas de le répéter, mais il y a Pablo Neruda, il y a Isabel Allende, il y a Gabriela Mistral, on est toujours héritier, bien sûr, mais parfois c'est plus dur que d'autres fois. Oui, alors les jeunes poètes ont envie de se démarquer de Neruda, en apportant leur propre vision de la poésie et en adaptant plutôt l'écriture poétique aux réalités de notre époque. Donc il y a des poètes qui écrivent sur l'homosexualité, sur la condition féminine, peut-être de façon encore plus prégnante, mais en même temps, on a toujours ce lien avec Neruda, avec des réécritures parfois de poèmes de Neruda chez certains jeunes poètes. Au début du XXIe siècle, ça a été le cas avec notamment Héctor Hernández Montesinos, qui a réécrit des textes de Pablo Neruda en les adaptant à la réalité des jeunes poètes d'aujourd'hui. Donc on a une volonté de se démarquer et en même temps un lien indéfectible avec le grand poète. Eh oui, Pablo Neruda. Si la vie ne m'avait pas donné cette étrange opportunité de finir mon chant, peut-être cela aurait duré des années, des projets d'écrire, des plans qui sont tellement chers aux écrivains qu'on ne finit jamais. Peut-être vous avez raison. Et alors la vie m'a conduite, la vie politique, les hasards de ma carrière politique, à envisager que mon œuvre était liée étroitement aussi avec mon destin et le destin de mon peuple. Parce que c'était dans des circonstances tellement difficiles que j'ai pu écrire, mais avec toute cette expérience qui venait de naître pour moi. Je ne prononce pas en vain ton nom, Amérique. Lorsque je ceins l'épée au cœur, lorsque je fais face à la fissure, lorsque, par les fenêtres, un nouveau jour, le tien, pénètre en moi. Je suis présent dans cette lumière qui me produit, je vis dans l'ombre qui me détermine. Je dors et me réveille en ton aurore essentielle. Doux comme le raisin, terrible aussi, vecteur du sucre et du châtiment, immergé dans le sperme de ton espèce, allaité au sang de ta race. C'était Pablo Neruda que nous avons entendu, qui a été accompagné par un extrait du chant général lu par Raphaël Laloum. Dites-nous, Catherine Pellage, Neruda, je ne prononce pas en vain ton nom, Amérique. Enfin, il y a ici vraiment, pour la littérature chilienne, ces différentes échelles où il y a le trait local, et on le sent bien, on l'a évoqué, la région, le village natal, le pays lui-même, l'Amérique latine et le monde. Et vraiment, c'est un va-et-vient sans cesse. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Avec ces dimensions qui s'entremêlent dans les productions des écrivains chiliens. Et je reviens par exemple à Diamela El Cid, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Juste pour rebondir aussi sur quelque chose dont parlait Benoît, c'est que cette opacité qui a été mise en œuvre pendant la dictature, dans le cas de Diamela El Cid, a continué pour parler finalement de l'évolution du Chili, du néocapitalisme effréné, etc. Donc elle a gardé cette idée d'opacité, et effectivement en abordant finalement dans ses productions des thématiques très locales du Chili, l'histoire du Chili, etc., plus une vision du monde actuel globalisé. Donc on a effectivement ces différentes échelles dont vous avez parlé, qui se fondent de façon très complexe dans les productions actuelles.
Pour Raúl Zurita, on retrouve également cette ouverture à l'universel, en fait. Toujours, comme on en parlait tout à l'heure pour Gabriela Mistral, il part du Chili, mais il s'ouvre aussi à l'universel, avec un chant finalement d'espérance et un chant d'amour qui va dépasser les frontières. Donc, effectivement, il est fortement marqué par ce qui se passe dans son pays, mais il s'ouvre aussi aux dictatures latino-américaines de façon plus large, également aux événements qui peuvent se passer en Afrique. Et voilà, sa poésie a définitivement une vocation universelle. Oui, parce que par les thèmes évoqués, c'est-à-dire la lutte pour les droits, la lutte pour améliorer les conditions sociales et tout simplement la lutte contre l'oppression, ces auteurs chiliens vont trouver un écho partout dans le monde, là où il y a de l'oppression. Et il y en a un peu partout. Donc c'est vraiment ça, ce succès. Avec ici, j'ai commencé l'émission en évoquant cet annuaire des deux mondes en 1850 qui disait, à vrai dire, il y a peu de littérature au Chili. Vous étiez en 1850, donc déjà en 1850, c'était faux. Oui, on peut le dire. On peut le dire. C'était faux. Et aujourd'hui, ça l'est encore plus. Ce qui est peut-être à souligner pour terminer, c'est le succès populaire de cette littérature. On a vraiment quelque chose qui n'est pas réservé aux happy few, quoi, à une élite. Il y a une volonté de la diffuser. Les poèmes sont beaucoup lus. La poésie dans notre univers est souvent réservée pour quelques-uns et un recueil de poésie s'achète assez rarement, à tort. Là, on sent que la poésie est diffusée. Il y a une vraie dynamique autour de la poésie, même si elle est lue, je dirais, peut-être un peu plus que chez nous, mais ça reste quand même assez marginal, en raison aussi du coût du prix du livre au Chili, avec une TVA qui est à 19%, je crois. Bref. Mais en tous les cas, il y a un vrai dynamisme poétique avec des rencontres dans des cafés, dans des bars, des festivals, et c'est ce qui donne justement toute cette vigueur avec de jeunes poètes multiples qui font leur apparition et qui sont souvent soutenus par leurs aînés, dont Raúl Zurita ou Héctor Hernández Montesinos, qui leur mettent le pied à l'étrier, qui font des recensions de leurs œuvres et des présentations, donc ils sont quand même épaulés par des pointures. Et vous, Catherine Pellage, vous êtes professeure de littérature et culture d'Amérique latine à l'Université d'Orléans. Vous avez particulièrement étudié ces autrices du Chili. Et là aussi, on sent qu'il y a eu une vraie évolution, évidemment, qui a accompagné le mouvement social, mais ça a été de dure lutte. Mais ça vient des autrices elles-mêmes. Et ça vient des autrices elles-mêmes, effectivement, avec des évolutions qui ont été compliquées, beaucoup de critiques du fait de leur positionnement, et puis une écriture qu'on voit s'affirmer tout au long du XXe siècle, jusqu'à arriver donc au XXIe siècle avec des œuvres qui sont extrêmement audacieuses, aussi bien dans le traitement de la représentation des femmes que au niveau politique. Donc une belle ébullition aussi. Évolution, ébullition, c'est magnifique. Ébullition, bon, ça nous donne envie de relire du Pablo Neruda, bien sûr, Isabel Allende, évidemment, mais aussi tous ceux qu'on a cités et qu'on connaissait moins, Raúl Zurita ou Gabriela Mistral. Merci vivement à tous les deux de nous avoir présenté cette littérature au Chili. Voici Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Comment une mauvaise traduction peut-elle servir un chef-d'œuvre? L'exemple de Nosferatu, le vampire. Dracula, le roman épistolaire de l'écrivain britannique Bram Stoker, paru en 1897, a été une source d'inspiration inépuisable pour les écrivains et les cinéastes. L'une des adaptations cinématographiques les plus réussies fut celle de Friedrich Murnau, intitulée Nosferatu, le vampire. Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'évoquerai l'histoire de ce film en privilégiant la question de sa réception au sein des publics qui l'ont vu. Qu'est-ce qui explique qu'une œuvre puisse être considérée comme un chef-d'œuvre par les uns, faire scandale pour les autres, passer à la postérité ou sombrer dans l'oubli? Les cinéphiles considèrent aujourd'hui que ce film de Murnau est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Il est vu comme un poème métaphysique et polyphonique dans lequel les forces de la mort ont vocation d'absorber les forces de la vie. Les multiples dimensions de ce film expliquent la diversité des réceptions dont il a fait l'objet. Pour cette chronique, j'en ai retenu deux, particulièrement importantes. La première montre comment la signification d'un film peut changer quand il est diffusé sur la scène internationale. Comme tous les films muets de cette époque, les dialogues entre les personnages étaient résumés par quelques phrases écrites sur des cartons. Dans la version allemande, l'un de ces cartons disait ceci, à propos de l'un des principaux personnages du film. «
Dès que Hooter eut franchi le pont, ces craintes qu'il m'avait confiées ne tardèrent pas à se matérialiser. Ce qui a donné, dans la version française, « Passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre ». Cette traduction, librement adaptée de l'original, a joué un rôle essentiel dans l'engouement de l'avant-garde artistique française pour Nosferatu le vampire. Grâce à André Breton, les surréalistes se sont appropriés cette phrase poétique en voyant dans le film de Murnau une expression pure de la beauté convulsive, comme l'a écrit Georges Sadoul, l'historien communiste du cinéma qui était membre du groupe surréaliste dans les années 20. Le problème, c'est que cette transposition de l'allemand au français a occulté un élément perturbant qui se trouve dans l'intertitre original, l'allusion au fait que Hooter avait conscience, bien avant de partir en Transylvanie, des dangers qui l'attendaient. Le texte original était conforme à l'intention de Murnau qui voulait mettre en scène des personnages ayant besoin d'être libérés, notamment sur le plan sexuel. Alors que l'héroïne du roman de Bram Stoker cédait aux vampires contre son gré, Murnau suggère dans son film qu'Hélène, elle, se libère avec Nosferatu. Ayant considéré que ce film trahissait l'œuvre originale, les héritiers de l'écrivain refusèrent de céder les droits du livre au producteur, puis ils lui ont fait un procès qu'ils ont gagné. Aussitôt après sa sortie, Nosferatu le vampire a été interdit et toutes les copies du film ont été saisies pour être détruites. L'histoire de ce chef-d'œuvre aurait donc dû s'arrêter là. S'il n'est pas tombé dans l'oubli, c'est que, par miracle, une copie a réussi à survivre. Elle se trouvait aux États-Unis. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Fudel, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwen Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.